suivre au début de cette édition. Nous allons vous relater cette histoire qui étonne même les habitants de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La ligne électrique de la SNEL Essa Panda Caravia dans cette ville a été victime d'un acte de sabotage, acte qui risque d'impacter lourdement sur les activités économiques dans cette province de la RDC. Plus de détails dans le corps de cette édition. Kananga s'y prépare à accueillir le chef de l'État. C'est lundi 26 janvier 2026. Sur place, le sénateur Tupin Kabongo Mukengishaï, questeur du Sénat, mobilise déjà en faveur de cette arrivée devant de milliers de Congolais. Il a prêché la vision du président Félix Tshisekedi. Vous suivrez dans cette édition le film des obsèques du journaliste Médard Mouyal Mangal, désormais ancien directeur de l'ICA, des obsèques qui ont attristé collègues, familles, amis et connaissances. Journaliste à la télévision nationale, ce samedi, des hommages lui ont été rendus à la RTNC. Madame, Messieurs, voilà tout pour l'introduction et direction. Tout de suite, le Sud Kivu, à Uvira. La vie reprend progressivement son cours après la reprise de la ville par les forces armées de la RDC. Boutiques réouvertes, transport en activité et marché animé, témoignage d'un retour timide à la normale, même si le supplétif de l'armée rwandaise n'est sont replié qu'à quelques dizaines de kilomètres de la ville. On retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux, Rigan Shindando et Fiston Wabingana. Boutique d'habillement, vendeuse de poissons, station-service ouverte, quelques étalages de savons et biens de consommation, tels les nouveaux visages d'Uvira. Les activités commerciales ont repris dans cette partie de la province du Sud Kivu, au grand bonheur des résidents, comme les témoigne cette habitante. Nous sommes dans la grande joie de vivre la sécurité dans notre cité, car le bon Dieu nous a ramené une nouvelle paix qui chasse l'esclavagisme. Nous dormions à 17h, pas de circulation, et nous les femmes étions victimes de viols et autres atrocités. Chose que salue également ces chauffeurs du tricycle, un moyen de transport très utilisé localement. Nous ne pouvons pas passer sous silence cette victoire gouvernementale avec nos troupes qui ont bouté dehors l'ennemi qui nous avait beaucoup tracassés. Nous, les Congolais d'Uvira, vivons maintenant en paix. Les départs des rebelles de la FCM 23 d'Uvira suscitent la joie chez les femmes, premières victimes de la rébellion. Cependant, les rebelles se sont éloignés uniquement à 35 km d'Uvira, précisément dans la localité de Kabunambo, contrairement aux exigences américaines qui stipulent 75 km, soit jusqu'à Kamanyola. Un périmètre sécuritaire qui est en train d'être effectué ici à Uvira par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, la ville a été détruite. Plusieurs institutions publiques de l'État ont été vandalisées et détruites par le passage de ces éléments rebelles. Ici à Uvira, Rigan Shindano, derrière la caméra, Fiston Wavingana pour la RTNC. Merci Rigan Shindano pour toutes ces informations. Et l'autorité de l'État s'affirme davantage. En illustration, le retour du gouverneur de la province du Sud Kivu est un signe éloquent et l'adhésion populaire s'y passe de tout commentaire. Le récit est signé Eddie Chala. La ville d'Uvira dans le Sud Kivu reprend vie. Elle sort de sa torpeur imposée par la brigade avancée du Rwanda, la FCM 23, pendant quelques semaines d'occupation. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Porousi Sadiki, est de retour à Uvira, où les institutions provinciales du Sud Kivu siègent momentanément. Il a traversé la frontière entre le Burundi et la RDC en recevant un accueil chaleureux. Les images en disent long sur l'expression de joie d'une véritable libération après des semaines sous les jougs de l'armée rwandaise. Une véritable communion avec la population qui voit ainsi s'affirmer le retour de l'autorité de l'État. L'autorité provinciale sillonne les rues, échange avec les riverains, un contact direct pour les rassurer. Il a transmis les messages du chef de l'État à la population et lui a affirmé que les pertes subies durant l'occupation de cette contrée par l'AFCM 23 seront prises en compte dans le plan de réponse à la crise élaboré par le gouvernement de la République. Je vous conviens à présent de suivre la déclaration du président de SAGE de l'intercommunauté.
message ya gouverneur tunaipokea mzuri sana. Mimi peke niko président wa baraza intercommunautaire. Nous sommes satisfaits du message du gouverneur autour de la cohésion sociale que nous implémentons en temps normal avec toutes les tribus, même nos compatriotes Banyamulenge. Na seulement hii masiku hatuka tunaifanya kwa sababu tulikuwa mu insécurité totale na bandugu wenyewe balikuwa hapa. Vu que l'autorité s'est rétablie, nous allons davantage le vivre contrairement à la période d'occupation de la zone. Nous invitons ceux qui ont fui de revenir. Sasa mune mbaza tukakomete tunasemeka maneno yetu yenyewe inatukonserne mu mutualité na mu matribi. Kwa hiyo na wenyewe baiko wenyewe balienda pembeni barudie, hatuna ubaya nabo. Tuko toujours pamoja, tuliishi pamoja, tunasema tu barudie accent. Et avant de clore ces chapitres, le retour au calme dans la ville d'Uvira, salué par le Centre congolais de lutte anti-mine. Pour son coordonnateur national, cette reprise de la ville d'Uvira, c'est un couronnement de la diplomatie agissante du chef de l'État pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Regardez. Uvira libéré, climat de paix renforcé, la sécurité redonne espoir à la population. Une situation saluée par le Centre congolais de lutte anti-mine, par les billets de son coordonnateur national, Emmanuel Lokino Omanga, qui voit en cette libération un couronnement de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans des provinces en proie. Le centre anti-mine tient à bâtir un climat de sécurité dans ces milieux infectés par les restes d'engins explosifs déposés par les rebelles de M23 AFC, soutenus par l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira et ses environs. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les retours de la paix à Uvira. Et je remercie en même temps mon chef direct, son Excellence Maître Jacques Melouko, suite au départ de ses ennemis. Selon les informations à ma possession, il y a des engins explosifs et les restes explosifs de guerre qui traîneraient à gauche à droite. Je vous lance un message de sensibilisation et de prudence. Chaque fois que vous êtes en face d'un objet dont vous ne maîtrisez pas, le premier réflexe est de ne pas s'approcher, de ne pas y toucher et de faire toujours appel. Cela nous permettrait de venir neutraliser ces engins. Signalons qu'une équipe des centres congolais de lutte anti-mine serait déjà à pied d'œuvre dans la ville d'Uvira à la recherche de ces engins explosifs et les mettre hors d'état de nuire. Il s'est tenu hier la 75e réunion du Conseil de ministres dont voici un extrait choisi pour vous, un extrait du compte-rendu fait par le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement. La Première ministre a fait le point au Conseil de son séjour à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 12 au 14 janvier 2026 où elle a eu le privilège de représenter le président de la République chef de l'État à la semaine du développement durable d'Abu Dhabi, accompagné du ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Cette mission, a-t-elle précisé, s'inscrivait dans le cadre de la diplomatie économique, climatique et énergétique de notre pays, avec pour objectif de positionner la République démocratique du Congo comme un acteur stratégique et crédible de la transition énergétique mondiale. Cette 17e édition a été marquée notamment par la remise de prix Zayed pour la durabilité en présence des hautes autorités des Émirats arabes unis, dont son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed El Nahyan, président des Émirats arabes unis. Participant au panel sur les infrastructures pour tous, les dirigeants face à l'avenir de l'accès à l'énergie, aux côtés notamment du président de Madagascar et de la vice-présidente de la Namibie, la Première ministre a rappelé le plaidoyer fait en faveur d'un développement durable et équilibré, fondé sur des actions concrètes face au changement climatique et sur une coopération renforcée et juste entre les pays du Nord et du Sud, en mettant en exergue le rôle de la République démocratique du Congo comme pays solution. Ainsi, elle a demandé au ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en charge des objectifs de développement durable, de proposer au Conseil de ministres une synthèse permettant de tirer profit
des opportunités qu'offre ce forum à travers des projets structurants en collaboration avec les ministères sectoriels concernés. À la suite des échanges qu'elle a eus notamment avec le ministre du Commerce extérieur émirati, notamment sur l'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, elle a invité le ministre en charge du commerce extérieur d'assurer les suivis de ce dossier aux fins de sa concrétisation par sa signature dans les meilleurs délais. En marge des travaux, elle a visité les nouveaux sièges de la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo aux Émirats arabes unis, illustrant l'engagement du gouvernement en faveur d'une diplomatie économique moderne. Au-delà de nos frontières, une table ronde de haut niveau pour parler minerais critiques de la RDC et la transition énergétique en marge du Forum économique de Davos en Suisse. Le ministre de Mines a insisté sur la transformation locale de ressources minières. Cédric Kenina. La République démocratique du Congo ne vient plus à Davos pour écouter, elle vient pour décider. En marge du World Economic Forum, la RDC a affirmé avec force son leadership mondial dans les secteurs des minéraux critiques et stratégiques, indispensables à la transition énergétique. Sous la conduite du ministre des Mines, Luatum Kabamba, une table ronde de haut niveau a réuni à Davos investisseurs internationaux, leaders industriels et décideurs économiques autour d'un message clair. La RDC n'est plus seulement un pays des ressources, mais un pays des transformations et des valeurs ajoutées. Organisé par le ministère des Mines en partenariat avec Business Council for International Understanding et DP World, cette rencontre stratégique visait à repositionner la RDC au cœur de chaîne des valeurs mondiales. Un signal fort renforcé par la présence coordonnée des directeurs généraux du CAMI, du CEC et du Service géologique national, gage de crédibilité et de stabilité institutionnelle. Parmi les projets présentés aux investisseurs, les mines de fer de la Grande Orientale, un projet structurant, symbole d'une nouvelle ère minière congolaise tournée vers l'industrialisation massive, l'intégration territoriale et l'emploi local. Dans l'actualité également, l'usine de cimenterie de Katanda sera opérationnelle d'ici fin de l'année 2026. Les travaux de construction de cette cimenterie sont exécutés à 70%. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Coteau, a visité cette usine de son passage à Mbujimayi. Robert Ndaye. La cimenterie de Katanda jouera un rôle clé dans l'approvisionnement en ciment, non seulement dans la province du Kasaï oriental, mais aussi sur l'ensemble du pays, avec un coût réduit de sacs de ciment. Lors de son passage à Mbujimayi, le président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga a effectué une descente stratégique sur les sites de la construction de la cimenterie de Katanda dans les territoires qui portent le même nom. Une usine de ciment sortira des terres d'ici la fin de l'année 2026. Le président du conseil d'administration de la MIBA, avec quelques administrateurs, s'est fait expliquer l'évolution des travaux qui prévoient l'implantation des équipements sur les sites de Tchala pour la production de 30 MW nécessaires à son fonctionnement. 10 MW seront rétrocédés à la MIBA pour soutenir la relance de ses activités minières. Le président du conseil d'administration a inspecté également les 3 plateformes constituant les socles de la future unité industrielle. On a trouvé une stratégie assez importante, c'est-à-dire tant au niveau social qu'au niveau de la production. Ici, nous avons bien voulu travailler des concerts avec nos amis chinois afin de pouvoir créer pour la toute première fois dans l'espace des Grands Kasaï d'avoir une cimenterie. La MIBA s'assure que la cimenterie de Katanda sera un pilier pour les futurs économiques de l'espace Grand Kasaï. Les travaux se trouvent au moins à 70%, parce que la technologie que nous utilisons, c'est une technologie seulement de rassemblage. L'usine est déjà prête. Bien avant la descente sur les sites de Katanda, le président du conseil d'administration de la MIBA a réuni tous les directeurs centraux. Le recadrage est nécessaire avant l'utilisation des fonds destinés à la relance de la MIBA, fonds mis à disposition par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Koto Lakombe, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son souci de voir cette entreprise reprendre ses activités minières au Kasaï oriental.
Et puis cette observation, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte de sabotage. La ligne électrique de la SNEL SA Panda Caravia dans la ville de Lubumbashi a été victime d'un acte de sabotage, acte qui risque d'impacter lourdement sur les activités économiques dans le Haut-Katanga. C'est une histoire de Yvette Mankoutima, commentée par Cédric Kenina. Pendant que la Société nationale d'électricité accélère la modernisation de ses outils de production pour améliorer la desserte en énergie à travers les pays, des mains criminelles s'emploient à plonger certaines régions dans le noir. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026, un acte de sabotage grave a visé la ligne haute tension Panda Caravia, poumon énergétique du Haut-Katanga. Le pylône numéro 261 situé dans la ville de Lubumbashi a été vandalisé par des individus non identifiés. Des trous de plus de 2 mètres de profondeur ont été creusés à sa base, fragilisant ainsi dangereusement cette infrastructure stratégique des transports de l'énergie électrique. Ce pylône, par exemple, a 4 pieds et à côté de chaque pied, on a creusé juste pour voler les piquets de terre qui sont en cuivre. Cet acte qui est causé de cette manière va commencer à provoquer des déclenchements répétitifs lorsqu'il y a des surtensions, lorsqu'il n'y a plus de protection. Mais nos équipes techniques vont s'y mettre pour essayer de remplacer les piquets qui ont été volés par d'autres piquets en acier. Ça nous fait 161 pylônes et c'est la situation pour chaque pylône. On a enlevé les piquets de terre. Un acte aux conséquences potentiellement dramatiques. Un effondrement du pylône pourrait provoquer un chaos énergétique paralysant industrie, entreprises minières et ménages. Ils n'ont pas seulement coupé les conducteurs, mais ils sont maintenant en train de creuser tout le long de la ligne, en creusant à côté des pylônes qui vont s'écrouler. Et lorsqu'ils vont s'écrouler, c'est non seulement la SNEL qui va avoir un manque à gagner, mais c'est toute la République parce que ces courants, on le donne aux miniers. Et les miniers, quand ils travaillent, ils permettent à l'État congolais de récolter l'impôt. Sur le terrain, la SNEL SA ne baisse pas les bras. Les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, mobilisés pour sécuriser les pylônes endommagés et prévenir les pires. Allez, on change carrément de registre pour parler santé. Tous les médecins vétérinaires membres de l'ordre sont à Kinshasa pour la tenue de la 3e Assemblée générale élective. Ils s'y sont retrouvés au centre Caritas de Kinshasa pour faire le bilan du parcours depuis 3 ans et mettre en place un nouveau bureau. Edi Chala sous le thème profession vétérinaire en République démocratique du Congo, confraternité et travail d'équipe. La 3e Assemblée générale de l'ordre de médecins vétérinaires s'est ouverte au centre Caritas à Kinshasa. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo participent à cette rencontre de l'ordre. Ceux sous occupation ont pris part par visioconférence. Cette 3e assemblée générale se fixe pour objectif de révisiter le code de déontologie, les règlements intérieurs et élire un nouveau bureau de la représentation du Conseil de l'ordre des médecins vétérinaires. Les travaux de cette assemblée générale sont conduits par le président actuel de ce Conseil de l'ordre, Bruno Mitéo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo peut compter sur l'ordre comme conseiller du gouvernement en matière d'élevage, en matière de santé publique et en matière nutritionnelle. Cela est très important parce que nous regorgeons, nous sommes 1100 vétérinaires pour l'ensemble de notre pays. Nous regorgeons une expertise susceptible de travailler dans l'intérêt de la santé publique. Dans une ambiance bon enfant, les médecins vétérinaires se réjouissent de la valorisation de leur métier. Les ministres de la fonction publique et de l'agriculture se sont fait représenter. Dans le Congo central, le ministre de Postes et Télécommunications a effectué un déplacement le à Mwanda dans le but d'inspecter les infrastructures de différentes sociétés qui offrent des services de télécommunications numériques par fibre optique. Le compte rendu avec Marie-Pascale Kalanga.
La descente de Maître José Mpanda Kabangu à Mwanda fait suite à la recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 94e réunion du Conseil des ministres tenue le 9 janvier, exigeant de la part des opérateurs de télécom l'amélioration des services qu'ils rendent à la population. En effet, le président de la République s'était plaint de la mauvaise qualité des communications téléphoniques et de connexion Internet et avait enjoint les ministres sectoriels ainsi que le régulateur de garantir l'accès effectif et fiable aux services des télécommunications numériques et audiovisuelles en RDC. Sur place à Mwanda, Maître José Mpanda a visité tour à tour les points d'atterrage des câbles WAX et Tout Africa, mais aussi les installations de la SCPT, ex-OCPT, de Mawezi et de Starlink, où des explications lui ont été données. Nous avons visité tous les partenaires officiels, notamment la SCPT, point d'atterrage, la fibre optique. On a visité également les partenaires privés et tout ce qu'ils ont fait. La connexion avec Tout Africa, c'est-à-dire Orange et Airtel. Mais également, on a vu ce qui est sur WAX. WAX, c'est ce qui s'est fait comme fibre optique. Nous sommes allés sur Starlink également pour voir sur la connexion Internet avec les satellites, ce qui s'est fait. Et on a vu tout ce qu'il faut. Il y a des choses à faire. Il faut féliciter ce qui est fait. Tout n'est pas mal fait non plus. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Nous sommes en train d'aller vers mieux et nous allons pouvoir renforcer, mais nous gardons toutes ces informations à l'autorité suprême. Il faut signaler que le ministre des Postes et Télécommunications s'était fait accompagner par le secrétaire général des PTNTIC, le conseiller principal du président de la République et celui de la première ministre en charge des PTNTIC, le président de l'ARPTC, la directrice générale de la SCPT ainsi que le directeur général de SOCOF. Tout à fait autre chose, la 10e édition du Festival culturel des écoles a été célébrée en présence du conseiller principal du chef de l'État. Plusieurs écoles ont manifesté leur talent. C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Robert Ndaye et Turbo Chimanga. La 10e édition du Festival culturel des écoles a vécu ce samedi 24 janvier 2026 à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, un grand événement qui met en avant la richesse culturelle et éducative de la République démocratique du Congo. Les différentes écoles présentes à cette cérémonie ont étalé leur talent en présence du représentant de la haute autorité du pays, Jacques Kambala, conseiller principal du président de la République. Sur le thème justice, paix et travail, les participants ont suivi avec une attention soutenue plusieurs allocutions placées sous l'égide du Fonds d'action Tshilombo en collaboration avec le génie intellectuel du Congo. Nous sommes venus assister à un événement qui nous rappelle la nécessité de retenir les 3 devises de la nation: paix, justice et travail. Paix, justice et travail. Nous invitons les hommes et les femmes qui ont la responsabilité de veiller à l'éducation et à l'instruction de nos enfants à transmettre valablement ces valeurs sur toute l'étendue nationale. Cette 10e édition du Festival culturel des écoles en RDC a été un succès. Elle renforce les liens entre les communautés éducatives. Les organisateurs espèrent faire de cet événement une tradition qui inspire les générations futures. C'est pour dire que nous sommes en train de soutenir, parce que nous sommes des patriotes, nous soutenons la vision du chef de l'État. Nous l'accompagnons dans des activités culturelles. Écho de partis et formations politiques, la plateforme politique Horizon s'est engagée aux côtés du chef de l'État pour soutenir les efforts diplomatiques en cours visant la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cette structure politique vient de lancer une campagne de sensibilisation nationale dans le district de la Tchangweri Kabamba. En appui aux efforts diplomatiques engagés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, la plateforme politique Horizon 2023 a lancé une vaste campagne nationale de sensibilisation axée sur le patriotisme et l'engagement citoyen.
Démarrée depuis décembre 2025 dans le district de Lukunga à Kinshasa, cette campagne vise à mobiliser les Congolais autour des initiatives diplomatiques du chef de l'État dans l'objectif de soutenir la résolution durable de la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. Après Lukunga, la mobilisation s'est poursuivie ces jours dans les districts de la Tchangou, autre grande entité de la capitale. Selon les organisateurs, plus de 20 000 tracts ont été distribués permettant de toucher directement plus de 20 000 personnes. À travers ces actions de proximité, la plateforme politique Horizon 2023 entend renforcer la conscience nationale et encourager chaque citoyen à s'impliquer activement dans la recherche de la paix. Depuis 30 ans, nous sommes habités par une guerre dont aujourd'hui, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, par la voie de la diplomatie, est en train de se battre pour que cette guerre prenne fin. Nous avons estimé qu'il était nécessaire de pouvoir apporter un appui populaire dans le cadre de cette sensibilisation populaire sur le patriotisme, la prise de conscience et l'éveil patriotique dans la perspective de mettre en place une dynamique pour la sauvegarde de la patrie. Se voulant avant-gardiste, la plateforme appelle l'ensemble des Congolais à prendre leur destin en main et à faire front commun pour une paix durable, condition essentielle au développement du pays. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, le Kassai central s'apprête à accueillir le chef de l'État ce lundi 26 janvier 2026. Sur place, politique, société civile, tous derrière le sénateur Topin Kabongo Mukengi qui a rassemblé au terrain Saint-Luc pour appeler à l'unité et réserver un accueil hors du commun au président de la République. Regardez. Mobiliser la population en vue de la prochaine arrivée du président de la République dans la province du Kassai central. Telle est la mission du questeur du Sénat. Topé Kabongo Mukengisha est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province. Dans son fief électoral, chacune de ses descentes ne passe pas inaperçue. Le jeudi, 2 centaines de personnes ont effectué les déplacements à l'aéroport de Kananga pour l'accueillir. Population locale, militants de l'UDPS Tshisekedi ainsi que membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents. De l'aéroport, le cortège s'est dirigé vers le terrain Saint-Luc de la commune de Kananga où le questeur du Sénat a communié avec la population. À cette occasion, Topé Kabongo Mukengi a lancé un appel à l'unité nationale, à l'amour entre Congolais et au soutien au président de la République. S'adressant particulièrement aux militants de l'UDPS Tshisekedi, le sénateur a exhorté chacun à travailler dans la cohésion, à cultiver l'esprit de pardon et à renforcer la solidarité au sein du parti présidentiel. Pour cette mission, le questeur du Sénat est accompagné d'une importante délégation venue de Kinshasa, composée notamment de parlementaires dont le sénateur Jean Tshisekedi, ainsi que de communicateurs du parti. À Kananga, cette énième visite du chef de l'État est très attendue par la population, qui y voit un message porteur d'espoir pour la province du Kassai central. Il y a de nouvelles tristes qu'on n'aimerait pas relater dans un journal. Les obsèques du journaliste Médard Mbouyel Mangala, désormais ancien directeur de l'ICA, qui ont attristé collègues, familles, amis et connaissances. Ce journaliste à la télévision nationale. Ce samedi, 2 hommages lui ont été rendus à la RTNC. Edichala. Ils étaient tous venus lui dire adieu, membres de famille, collègues de service, amis et connaissances. Sur les parvis de Maman Angibi, qui a vu pendant plusieurs années Médard Mbouyel Mangala aller revenir pour un reportage ou une tâche professionnelle, s'est dressée une chapelle ardente pour accueillir sa dépouille. Les émotions sont autant intenables que le chagrin était perceptible. Plus de 30 années de carrière, les marques de Mbouyel ont transcendé les directions de la RTNC. Son influence est allée au-delà de la corporation. Ceux qui l'ont côtoyé ont essayé de le faire revivre par des témoignages. De la radio-télévision nationale congolaise à ses promotionnaires de la 15e promotion de l'IFASIC. Sans oublier la société. Le bien de Médard, son humilité, son savoir-faire, son intelligence ont pris les dessus sur les émotions pour peindre ce professionnel pointilleux, ce journaliste méticuleux, cet analyste politique passionné, ce docteur à titre posthume. Médard Mbouyel était une intelligence vive, toujours en éveil. Au sein de la rédaction française, plus précisément dans la sous-direction des enquêtes et magazines,
Il a joué un rôle majeur. Il était de ceux qui élevaient le débat, de ceux qui appelaient les journalistes à leur rôle premier. Informer avec responsabilité, penser avec liberté, servir avec dignité. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rendu hommage à la plume des Médard par cette gerbe de fleurs. Le président du conseil d'administration, Floribert Loboto, et les administrateurs de la radio-télévision nationale congolaise se sont inclinés devant la mémoire de Mbouyal. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue-Nyembo, promotionnaire de Mbouyal Mangal, et le directeur général adjoint l'ont honoré. Chaque fleur déposée exprime une volonté. Chaque pas vers ce cercueil rappelait un souvenir de Médard, et en file indienne, chacun avait le sien pour lui rendre ses derniers hommages. Médard Liévin Mbouyal Mangala, tu peux reposer en paix. Ta grandeur te survivra. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Un journal coordonné par Marthe Mangaza, réalisé par André Njeka et Patrick Bapuila, assisté de Derek Silimou, Didier Diawa, Alain Sodi, Nana Mazozebo et Narcisse Makani. Retrouvez Jacques Méji à 23h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous, bonne soirée et prenez très bien soin de vous.